Le 40e millénaire est une époque bien sombre et cruelle pour une humanité assaillie de toutes parts. Ces braves guerriers se battent continuellement afin de protéger les domaines de l'Empereur Dieu. Mais hélas, leurs ennemis sont innombrables et ils ne connaissent aucune pitié. Qu'il s'agisse des terribles hordes xénos telles que les tyrannides ou les orques, des forces démoniaques des puissances de la ruine, des cruels Eldar noirs ou bien même d'empires galactiques tels que ceux des Nécrons ou des Tau, tous ne souhaitent qu'une seule chose, assouvir leur domination sur la galaxie et la destruction de l'impérium des hommes. En dehors des conflits incessants qui font rage à travers ces vastes domaines, l'impérium doit aussi faire face à des rébellions et à des guerres civiles fréquentes parmi les millions de mondes qui le composent. Pas un jour ne passe sans que des milliers d'hommes et de femmes périssent, sacrifiés sur l'autel de la guerre, ou tout simplement broyés par les conditions de vie effroyables de la majorité des mondes de l'impérium. Il va sans dire que les innombrables êtres humains qui peuplent ce gigantesque empire connaissent pour la grande majorité une vie faite de souffrance, de violence et de tristesse. Cependant, à travers cet âge si sombre pour l'humanité, il se murmure des légendes parmi les citoyens de l'impérium. Des légendes que certains disent inventées de toutes pièces, afin de rassurer le commun des mortels et pour leur apporter un peu d'espoir dans des temps si troublés. Mais d'autres, au contraire, affirment que ces légendes seraient bel et bien réelles, qu'il existerait au sein de l'impérium des guerriers hors du commun, des guerriers qui ne connaîtraient aucune peur, des guerriers que l'on nommerait Astartes. Ces guerriers seraient l'ultime cadeau de l'empereur pour l'humanité, ces champions, de véritables héros qui apparaîtraient dans les moments les plus critiques afin de défendre l'impérium de ses ennemis les plus terribles. Des héros capables d'enfin apporter la vengeance aux innombrables victimes des ennemis de l'humanité. Parmi ces nombreuses légendes, l'une revient plus souvent que les autres. Elle parle d'une confrérie de ces héros, on leur donne bien des noms, les rois guerriers d'Ultramar, les fils de Guilliman, la 13e Légion ou encore les Ultramarines. Le nombre de récits sur le chapitre des Ultramarines est tout bonnement impressionnant. Il est reconnu comme étant le plus célèbre et le plus honoré parmi tous les chapitres Astartes existants. Il est dit que les Ultramarines existent depuis plus de 10 000 ans. Ils sont parmi les rares chapitres Astartes restants à faire partie des légions originelles qui ont participé à la Grande Croisade ainsi qu'à la création de l'Imperium. Parmi tous les chapitres Astartes existants au sein de l'Imperium, les Ultramarines sont l'un de ses symboles les plus forts. Ils sont des génies dans le domaine de la stratégie militaire ainsi que des guerriers stoïques et extrêmement disciplinés. Des guerriers qui ne connaissent pas la peur, des guerriers prêts à se sacrifier si nécessaire pour l'accomplissement de leur mission. Mais la réputation des Ultramarines va bien au-delà de leur prouesse militaire. Contrairement à leurs frères des autres chapitres, les Ultramarines ont aussi la spécificité d'être une légion de constructeurs et de bâtisseurs. Pour les Ultramarines, la protection de leur planète et de leur peuple est un élément fondamental de leur identité. Ils sont des guerriers vus comme des sages et des rois sur leur monde. Ces protecteurs de l'humanité sont vénérés au sein de l'Imperium, et aucun autre chapitre n'a leur renommée. Et bien qu'il soit presque impossible de retracer leur innombrable hauts faits, je vais aujourd'hui tenter de vous conter l'histoire du chapitre le plus célèbre de tous. Je vais tenter de vous raconter l'histoire des Ultramarines. À l'aube du 25e millénaire, l'humanité était alors à l'apogée de sa puissance. Quelques millénaires plus tôt seulement, les hommes firent la découverte du Warp. Ils apprirent qu'en traversant cet univers parallèle au nôtre, il était alors possible de voyager à des vitesses plus rapides que celles de la lumière. C'est ainsi que durant les millénaires qui suivirent cette découverte exceptionnelle, l'humanité se répandit à travers toute la galaxie. Des millions de mondes furent découverts, des civilisations humaines se développèrent et les découvertes scientifiques incessantes permirent à l'humanité d'atteindre un réel âge d'or. Malgré le peu de connaissances que nous avons sur cette époque, nous savons que suite à son expansion, l'humanité dominait la galaxie durant des milliers d'années. Les avancées scientifiques permirent aux humains de bâtir des merveilles de technologie.
de développer des routes commerciales sûres entre leurs mondes, ainsi que d'écraser sous leur supériorité les différentes espèces extraterrestres qu'ils rencontrèrent. Cependant, peu de détails de cette époque glorieuse pour l'humanité sont connus de nos jours, oubliés par le temps ou tout simplement effacés de l'histoire suite au cataclysme qui se produisit. De monstrueuses tempêtes warp frappèrent à travers toute la Voie lactée, isolant les systèmes planétaires, empêchant le commerce nécessaire à la survie de milliers de mondes et rendant impossible toute entraide pour contrer les envahisseurs Xénos qui se jetèrent sur une humanité au bord de l'extinction. C'est alors que partout à travers la galaxie, les mondes humains succombèrent les uns après les autres, à l'anarchie, aux luttes entre factions, aux guerres face aux envahisseurs, et certaines rumeurs affirment même que certains de ces mondes auraient été ravagés par des entités démoniaques. Cette époque, qui dura plus de 5 millénaires, fut appelée l'ère des luttes. Les pertes furent incommensurables. Plusieurs milliers de mondes furent perdus. Les merveilles de technologie bâties par l'humanité furent oubliées par le temps, et il est impossible de compter le nombre de morts causés par ce cataclysme. La Terre, elle aussi, ne fut pas épargnée, et se retrouva dans un état effroyable. Isolée de toute aide, elle devint un champ de bataille à l'échelle planétaire, qui vit les différents clans et tribus s'affronter pour le contrôle des maigres ressources restantes. C'est à cette époque, durant les heures les plus sombres de notre espèce, qu'un homme, si on peut l'appeler ainsi, eut la vision d'unifier l'humanité afin que celle-ci reprenne sa place parmi les étoiles, et qu'elle domine la galaxie à tout jamais. Cet homme, bien que ses origines soient nimbées de mystère, serait selon les légendes, la réincarnation collective de tous les différents chamans et premiers psychers humains, ceux-ci s'étant sacrifiés pour permettre l'avènement d'un champion de l'humanité, un être assez puissant pour guider les hommes, les unifier et les protéger. Cet homme serait plus tard connu sous le nom de l'empereur de l'humanité. Pour mener sa vision à bien, l'empereur se devait tout d'abord d'unifier la Terre sous son autorité. C'est au cœur de l'Himalaya, dans sa base secrète, qu'il réunit les plus grands savants survivants afin de l'aider dans son projet. Avec tout son génie et aidé par ses nouveaux compagnons, l'empereur débuta son projet de créer une armée de guerriers transhumains, de véritables surhommes, dévoués à sa cause qui l'aiderait à l'accomplissement de ses objectifs. Suite au succès des premiers prototypes que furent les guerriers tonnerres, l'empereur s'attela à la création des légions Astartes. Ces légions seraient son plus grand cadeau pour l'humanité. 20 légions de surhommes modifiés génétiquement, des êtres d'une force incroyable, conçus pour la guerre et pour protéger son empire. À la tête de ces 20 légions, l'empereur plaça ses fils, les primarques. Directement créés à partir de l'ADN de l'empereur, les primarques sont de réels demi-dieux, immensément plus grands qu'un humain normal, plus forts, plus robustes, plus rapides, plus intelligents et incroyablement charismatiques. Cependant, les puissances du chaos observant dans l'ombre et voyant le danger que représentait le projet de l'empereur, parvinrent à capturer ses fils encore enfants, et ils les dispersèrent à travers toute la galaxie. Bien qu'il fût effondré par la perte de ses fils, l'empereur continua son projet, et la création des légions Astartes reprit. C'est à ce moment-là que débute la genèse de la 13e Légion Astartes, qui sera plus tard connue sous le nom des Ultramarines. Les premiers guerriers à avoir été sélectionnés afin de rejoindre les rangs de la nouvelle 13e Légion furent choisis parmi les nombreux clans de Terra. Parmi ceux-ci, l'on retrouve des guerriers issus du clan des Maglev, des familles guerrières de Saragon, de diverses tribus du Caucase ou encore des ruches de Médiafrique. Ces clans, bien que différents, avaient tous un point commun: leur résistance acharnée et violente durant les guerres d'unification de Terra. L'empereur en personne fut marqué par leur talent de guerrier, et il sélectionna des combattants parmi ces clans afin de fonder la 13e Légion. Les guerriers sélectionnés subirent les modifications génétiques nécessaires à leur transformation en Astartes. De nouveaux organes leur furent implantés, tels qu'un second cœur ou un troisième poumon, et leur corps, ainsi que leur musculature, se développèrent prodigieusement. Les modifications génétiques apportées aux guerriers Astartes leur permirent ainsi de développer des capacités exceptionnelles, telles que la possibilité de se priver de sommeil pendant de longues périodes, de régénérer les blessures à une vitesse incroyable, ou encore la possibilité de respirer à travers différents environnements toxiques pour le commun des mortels. Suite à leur transformation en surhommes, l'entraînement des guerriers au sein des légions débuta. Il est dit que dès la création de la 13e Légion, ces guerriers gagnaient rapidement la réputation d'avoir une agressivité bien plus haute que la moyenne. Contrairement à des légions plus individualistes et fractionnées comme la 12e Légion ou la 5e Légion, qui seront plus tard connues respectivement sous le nom des World Eaters et des White Scars, les futures ultramarines avaient la particularité d'avoir une cohésion très forte au sein de leur effectif, ainsi que le besoin d'avoir une hiérarchie très stricte et ordonnée. En plus de ces qualités, les membres de la 13e Légion sont connus pour posséder un dévouement presque pathologique à la réalisation des objectifs qui leur sont assignés. De par leurs origines et leur qualité de combattants hors pair, les autres légions donnèrent à la 13e leur premier surnom: les nés de la guerre.
Suite aux guerres d'unification remportées par les armées de l'empereur, celui-ci devint le seul et unique maître de Terra. Cependant, son plan d'unifier la Terre sous un seul étendard n'était que la première étape d'un projet bien plus immense. Ayant finalement terminé la création de ses 20 légions, l'empereur déclara le début de la Grande Croisade. Celle-ci consisterait à redonner à l'humanité sa place à travers la galaxie, à rétablir sa domination en punissant ses ennemis pour l'avoir lâchement attaqué, à réunir sous une seule et même bannière les enclaves humaines dispersées à travers la Voie lactée, et enfin à repousser les frontières de l'Imperium, jusqu'à de nouvelles limites encore jamais atteintes par l'homme. Dans un premier temps, les légions Astartes, accompagnées d'innombrables guerriers de la garde impériale, furent envoyés pour reprendre le contrôle du système solaire. Suite à la reconquête du système, les légions et les armées impériales se propagèrent ensuite via diverses flottes expéditionnaires à travers toute la galaxie, afin de reconquérir les territoires perdus par l'humanité. Durant cette période, la 13e Légion, qui comptait environ 8000 Astartes, fut déployée pour la première fois lors de la reconquête du système Sol, y participant aux côtés de ses frères des autres légions et sous le commandement direct de l'empereur. Ensuite, elle prit part à plusieurs campagnes de renom, comme la libération de Durius et la destruction de l'empire Xénos Corvidian. Ses premiers grands succès lui permirent d'avoir l'honneur de mener à bien des opérations de façon autonome. Et encore une fois, la 13e Légion mena à bien les missions qui lui furent confiées. Elle reconquit de nombreux mondes humains et écrasa les différentes races Xénos qu'elle rencontra durant ses campagnes. Plusieurs décennies s'écoulèrent et les conquêtes de l'Imperium progressèrent à une vitesse incroyable. En plus de cela, un événement extraordinaire se produisit. La reconquête de la galaxie permit à l'empereur de retrouver certains de ses fils disparus. La redécouverte de certains primarques fut une réelle bénédiction pour l'Imperium et pour les légions. Il faut savoir que lors de la création des différentes légions, les modifications transhumaines nécessaires à la création d'un Astartes sont basées sur le code génétique des primarques. Les légionnaires partagent avec leurs primarques un lien génétique très fort, comme celui d'un fils avec son père. Cette reconnexion entre certaines légions et leur père génétique leur permirent de se sentir enfin complètes, et elle leur donna l'envie d'atteindre de nouveaux sommets. Les primarques découverts furent formés par l'empereur durant la Grande Croisade, et de par leur capacité surhumaine, il ne fallut pas longtemps pour qu'ils puissent les placer à la tête de ces légions. La Grande Croisade prit alors un tout nouveau tournant. Les légions menées par leurs primarques poussèrent au-delà de toute limite les rêves d'expansion de l'Imperium. Les conquêtes se succédèrent à une vitesse incroyable. Le génie des primarques permit à leurs légions de s'engager dans des campagnes de plus en plus importantes et d'en ressortir à chaque fois victorieuses. Les légions rivalisèrent de courage et d'audace afin de repousser les limites du possible et d'ainsi obtenir la fierté de leurs primarques ainsi que de l'empereur. Hélas, cette période fut bien plus sombre pour la 13e Légion. Leur père génétique ne fut pas redécouvert et ils continuèrent à se battre seuls, dans l'ombre du prestige toujours plus grand des légions qui elles avaient redécouvert leurs primarques. C'est durant cette période que débuta la campagne qui fut appelée la Rébellion d'Osiris. Cet événement fait suite à une première campagne victorieuse menée par la 13e Légion ainsi que par la 12e flotte expéditionnaire dans l'amas d'Osiris. Durant celle-ci, les Ultramarines avaient rencontré une civilisation humaine ayant survécu à l'ère des luttes. Cette civilisation, qui avait assouvi sa domination sur plusieurs systèmes planétaires voisins, fut soumise à l'Imperium par les forces de la flotte expéditionnaire. Alors que l'assimilation de cette civilisation à l'Imperium semblait bien se passer, le secteur entra en rébellion ouverte après quelques années, et une terrible campagne débuta. Celle-ci força les guerriers de la 13e Légion à combattre leurs frères humains. La campagne se conclua par l'invasion de la planète Septus XII, monde au cœur de la rébellion. Les Ultramarines arrivèrent dans le système mené par leur vaisseau amiral. La barge de bataille de classe Goliath s'étale Thunder, et ils écrasèrent la flotte rebelle envoyée pour les intercepter. Suite à la destruction de la flotte, les Ultramarines s'occupèrent des défenses orbitales du monde bouclier, et les Astartes se déployèrent sur la surface de la planète. Soutenus par les bombardements de leur flotte, les guerriers de la 13e prirent d'assaut les citerruges de Septus XII, mais leur progression s'enlisa rapidement face à des vagues humaines composées de milliers de civils aux yeux morts et équipés d'armes de fortune. Les Ultramarines réalisèrent qu'ils ne faisaient pas face à une rébellion normale, et ils changèrent alors leur tactique de combat pour faire face à la marée humaine de civils qui se jetèrent sur eux. Alors que les combats faisaient rage en surface, des formes effrayantes se matérialisèrent parmi les assaillants. Il s'agissait là d'êtres brumeux enfermés dans des combinaisons mécaniques. Aucun Astartes présent ce jour-là ne sut faire une description précise de ce à quoi ressemblaient ces créatures inconnues de l'humanité. Il est dit qu'il émanait d'eux une lueur maladive, et qu'ils avaient la capacité de cracher un feu éthéré via leurs gantelets. Il était maintenant clair que les Ultramarines étaient tombés dans le piège de cette espèce Xénos inconnue. Les pertes en surface furent terribles, et alors que la situation était déjà mal engagée, elle devint vite catastrophique. C'est au même moment que la 13e Légion fut attaquée par surprise en orbite par une flotte Xénos non identifiée.
Les Ultramarines sonnèrent alors la retraite de la surface, mais trop tard. Les Xénos attaquèrent la flotte et bombardèrent ensuite les ruches de Septus XII. C'est uniquement grâce à la rapidité d'esprit et à la perspicacité tactique de Marius Gage, nouveau commandeur de la 13e Légion, que le pire fut évité. Les guerriers de la 13e réussirent à quitter la planète et à sauver le restant de leur flotte. En fin de compte, la 13e perdit ce jour-là plus de 6500 Astartes, dans cette bataille désastreuse, le bilan le plus sanglant de toutes les campagnes menées par les légions jusque-là durant la Grande Croisade. La 12e flotte expéditionnaire, quant à elle, perdit plus de 25% de ses effectifs et de ses vaisseaux. Pire, on apprit que les dirigeants des mondes humains d'Osiris, entrés en rébellion, avaient été manipulés psychiquement par les Xénos rencontrés durant la bataille, ceux-ci souhaitant récupérer les mondes de ce secteur en laissant les humains s'entretuer. Le constat était terrible. La 13e Légion avait été forcée à un combat atroce contre leurs frères humains, laissant plusieurs mondes rasés et des millions de morts derrière eux. Cette terrible défaite fut une réelle humiliation pour la 13e Légion, et beaucoup doutèrent de leur capacité à se relever. Cependant, c'est à ce moment-là, dans l'un des moments les plus critiques jamais connus par la Légion, qu'une nouvelle porteuse d'un immense espoir arriva. Leur primarque avait été retrouvé. Lors du projet de création des primarques, les forces du chaos perçurent le risque qu'il y avait à laisser l'empereur mener à bien ses travaux. Malgré les secrets entourant cet événement, nous savons que les forces de la ruine réussirent à disperser à travers la galaxie les capsules des primarques encore en incubation. C'est ainsi que la capsule contenant le primarque de la 13e Légion s'échoua sur le monde de Macragge, dans la frange orientale de la galaxie. Macragge était un monde morne, aux conditions de vie rudes et faisant partie d'un empire stellaire délabré datant d'une époque maintenant oubliée par l'humanité. Malgré son glorieux passé maintenant révolu, le peuple de Macragge avait tout de même réussi à conserver une société à la fois structurée et autoritaire. Une partie de son industrie avait même réussi à être préservée, permettant de continuer la construction d'anciens modèles de vaisseaux spatiaux. Bien que ne possédant pas la technologie nécessaire pour réaliser des sauts dans le warp à longue distance, ils étaient tout de même capables d'assurer de maigres contacts avec les mondes voisins, tout du moins lorsque les tempêtes warp n'étaient pas trop violentes. Ainsi, lorsque la capsule du primarque tombée au sol fut découverte par un groupe de nobles qui chassaient dans une forêt locale, ceux-ci comprirent immédiatement qu'il s'agissait là d'un dispositif de technologie avancée, plutôt que d'un quelconque objet de superstition ou de magie. Les nobles brisèrent alors le sceau de la capsule et découvrirent à l'intérieur un enfant nimbé d'une auréole de lumière. Cet enfant était d'une beauté saisissante et parfaitement formé. Les nobles prirent alors la décision d'amener l'enfant devant Connor Guilliman, le co-consul de Macragge. Celui-ci dirigeait la région la plus civilisée et la plus développée de toute la planète, et il était réputé comme un dirigeant juste et sage par sa population. Ainsi, lorsqu'il reçut l'enfant, il le traita comme son propre fils, et après avoir accueilli le garçon, Connor prit la décision de l'adopter, et il lui donna son nom, Roboute. Roboute fut élevé par Connor ainsi que par sa sénéchale, Dame Tarasha Eutain. Tarasha était une femme de caractère, à la fois intelligente, compétente et aimante. Un lien très fort se développa entre les deux, et elle devint une réelle figure maternelle pour le jeune Roboute. Même des années plus tard, quand celui-ci deviendra le prestigieux primarque de la 13e Légion, elle restera une conseillère régulière pour Guilliman, et elle continuera même d'appeler celui-ci « mon garçon ». C'est dans ce cadre que grandit le jeune Roboute. Son développement se déroula à une vitesse anormalement rapide. Ses capacités physiques et intellectuelles hors du commun devinrent vite évidentes pour tous. Il est dit que dès son 10e anniversaire, le jeune garçon avait maîtrisé tout ce que les plus sages tuteurs de Macragge avaient à lui enseigner. Roboute était passionné par l'histoire, par la philosophie et les sciences. Il possédait une mémoire absolue, ainsi qu'une capacité presque divine à réussir à extrapoler des conclusions à partir d'informations fragmentaires. Mais le domaine dans lequel il excellait le plus était celui de la guerre, un domaine traité comme un art dans la culture de Macragge. Voyant les prédispositions de son fils pour la stratégie et la tactique, Connor confia à Roboute le commandement d'un corps expéditionnaire ayant pour but de pacifier les terres du Grand Nord. Roboute s'acquitta de sa tâche avec brio. Les terribles guerriers de l'Illyrium qui terrorisaient les habitants de Macragge furent vaincus, et après une brillante campagne, il retourna vers la cité de Civitas, la capitale de Macragge. En arrivant aux portes de la cité, Guilliman et ses hommes aperçurent de la fumée s'élever au loin d'une multitude d'incendies. Sur leur chemin, ils rencontrèrent de nombreux citoyens fuyant la ville au seuil de l'anarchie. Roboute apprit alors que le co-consul Galan avait organisé un coup d'État dans le but de supprimer Connor et d'accaparer le pouvoir à son compte. Roboute se précipita alors au secours de son père adoptif. Mais hélas, il arriva trop tard, et il vit son père mourir dans ses bras. La rage froide de Guilliman face à la mort de son père adoptif était irrépressible.
Avec le soutien de son armée et des citoyens assiégés de Civitas, Roboute écrasa les rebelles aristocrates. Il dispersa leurs armées de mercenaires et recouvrit les rues des corps pendus des émeutiers, rétablissant ainsi rapidement l'ordre dans la capitale et les terres environnantes. Alors que la 13e Légion débutait une campagne sanglante et laborieuse dans la Main d'Osiris, la flotte de l'empereur quant à elle atteignit le monde d'Espandor, situé dans l'Ultima Segmentum. Le peuple de cette petite planète aux conditions de vie difficiles avait difficilement survécu à l'ère des luttes et décida de se rallier rapidement à l'Imperium. Les habitants informèrent l'empereur que durant l'ère des luttes, le peuple d'Espandor avait réussi à maintenir quelques contacts et liens commerciaux avec les mondes humains voisins. Ils apprirent à l'empereur l'existence de Macragge, monde dirigé par le consul Connor Guilliman et par son fils, un certain Roboute. La renommée de celui-ci était telle que les rumeurs de ses exploits avaient atteint les différents systèmes aux alentours. On décrivait Roboute à l'empereur comme étant une figure quasi divine, un être humain d'une intelligence et d'une force incroyables. Intrigué et réalisant qu'il pouvait s'agir là de l'un de ses fils disparus, l'empereur ordonna à sa flotte de prendre la direction de Macragge. De violentes tempêtes War perturbèrent le trajet, comme si une force invisible souhaitait empêcher cette réunification entre les deux hommes, et il fallut presque 5 années standards à la flotte de l'empereur pour atteindre sa destination. En arrivant sur Macragge, l'empereur de l'humanité lui-même fut impressionné par l'état de ce monde. En quelques années seulement, Macragge est devenu un monde riche et stable. Les transformations effectuées sur toute la planète avaient permis aux habitants de vivre dans la paix et la prospérité. Les armées de Macragge étaient bien équipées, de majestueuses cités avaient été bâties et des routes commerciales sûres avaient été établies avec les mondes voisins. En voyant cela, l'empereur sut que ce qu'il voyait était l'œuvre de l'un de ses fils. Alors qu'il avait dû utiliser de subterfuges pour approcher certains de ses enfants les plus sauvages ou les plus méfiants, l'empereur rencontra directement Guilliman. Lors de leur rencontre, Roboute de par son intelligence ne mit pas longtemps à se rendre compte qu'il était en présence de son véritable père. Par le passé, le consul de Macragge s'était déjà maintes fois posé des questions concernant son existence extraordinaire. En rencontrant l'empereur, tout devint clair pour lui. Guilliman trouva enfin les réponses aux questions qu'il se posait depuis son plus jeune âge. Le père et le fils discutèrent longuement, et l'empereur lui parla de son projet pour l'humanité, ainsi que du but de la Grande Croisade. Il expliqua à son fils le rôle qu'il avait envisagé pour lui, et il lui demanda s'il voulait bien l'aider à accomplir sa vision. Il est dit que Guilliman jura immédiatement fidélité à son père, et qu'il accepta sans la moindre hésitation le rôle qui lui fut confié, devenir le primarque de la 13e Légion. Alors qu'il fallut un certain temps à l'empereur pour former certains de ses fils, pour Roboute, il n'en fut rien. L'empereur, ainsi que les observateurs impériaux, réalisèrent bien vite que Guilliman possédait une intelligence exceptionnelle, même en comparaison de ses frères. Sa capacité d'analyse, ainsi que son sens de la stratégie et de la tactique, était exceptionnel. Mais là où Roboute se distinguait encore plus de ses frères, était dans ses talents d'organisateur et de gouvernance inégalables. Tous les observateurs de l'Imperium s'accordèrent à dire qu'avec un tel être à sa tête, la 13e Légion allait bientôt pouvoir se relever et prendre une place importante dans la Grande Croisade. Cependant, même en reconnaissant les qualités incroyables de Guilliman, bien peu de personnes furent capables d'imaginer ce que le primarque de la 13e Légion allait bientôt réaliser. Souhaitant mener à bien la mission qui lui avait été confiée par son père, le nouveau primarque de la 13e Légion se mit au travail avec une énergie incroyable. Il est dit qu'il étudia nuit et jour tout ce qu'il pouvait au sujet de la galaxie, de l'Imperium et de ses merveilles technologiques. Guilliman ne prévoyait pas seulement de prendre le commandement de la 13e Légion, il prévoyait de la transformer totalement. Il se mit alors à étudier en détail l'histoire de sa légion. Il examina avec minutie tous les rapports de bataille disponibles et analysa chacune de leurs campagnes. Il put alors estimer les forces et les faiblesses de ses troupes, et via sa capacité d'analyse surnaturelle, il fut rapidement capable d'élaborer un plan pour faire de sa légion un élément clé de la Grande Croisade. Lorsque Guilliman prit la tête de sa légion, ses fils l'accueillirent avec une joie immense, et lui jurèrent fidélité jusqu'à la mort pour l'honneur qu'il leur faisait en devenant leur primarque. Afin de marquer le renouveau de la légion, Guilliman leur donna leur nouveau nom, les Ultramarines. Guilliman fit alors part à ses fils de sa vision pour le futur de la Grande Croisade ainsi que pour la légion. Grâce à son charisme et à son éloquence exceptionnelle, il n'eut aucun mal à susciter l'enthousiasme parmi ses guerriers. Leurs doutes furent dissipés et leur vigueur renouvelée, tous sûrs qu'ils avaient enfin trouvé l'homme capable de les mener vers la victoire et vers la gloire. Mais c'est surtout les doctrines qu'il inculqua à ses fils qui changèrent drastiquement l'état d'esprit de la Légion.
Bien que ses fils étaient déjà de fiers et braves combattants, leur primarque leur inculqua les doctrines philosophiques qu'il avait apprises durant sa jeunesse sur Macragge. Il promut le courage, l'entraide et l'honneur altruiste au sein de la Légion, et il érigea en vertu primordiale le respect de la vie humaine. Pour rebooter, aucune vie ne doit être sacrifiée en vain, qu'elle soit celle d'un Astartes ou celle d'un loyal sujet de l'empereur. Il commença à faire germer dans l'esprit de ses fils l'idée que le rôle d'un guerrier Astartes n'était pas celui d'un simple combattant. Il devait se battre pour des idéaux, pour l'honneur, pour la survie de ses frères, et surtout, il devait se battre pour défendre la vie humaine. Ce respect pour la vie de leur peuple allait faire de la 13e Légion une des légions les plus respectées et révérées au sein de l'Imperium. Mais ce qui allait faire de la 13e Légion la machine de guerre implacable qu'elle allait devenir fut l'importance que Guilliman donna au processus d'analyse et de préparation au combat. Là où de nombreuses autres légions voyaient leur prouesse martiale comme l'élément primordial de leur puissance, Guilliman, lui, inculqua l'importance de la planification, de l'organisation et de l'analyse. Rebooter est un perfectionniste. Pour lui, une bataille se joue avant même qu'elle n'ait débuté, et rien ne doit être laissé au hasard. Qu'il s'agisse de la mise en place d'une logistique parfaite, ou de la qualité des renseignements, ou même encore de l'étude minutieuse de l'adversaire, tous ces éléments sont plus importants que le combat en lui-même. Mais au-delà de tout cela, une valeur prime devant toutes les autres aux yeux du primarque. Là où beaucoup de ses frères font preuve d'une trop grande fierté, pour Guilliman, peu de choses ont plus d'importance que la capacité à l'auto-analyse et à la remise en question. C'est pour cela que les ultramarines ne se satisfont jamais de leur victoire. Ils étudient avec minutie la moindre de leurs erreurs, et ils cherchent à progresser constamment. En plus de son rôle de primarque de la 13e Légion, Guilliman devint le commandeur en chef de toute la Grande Croisade dans l'est de la galaxie. Chose incroyable, même pour un primarque, vu le peu de temps qu'il s'était écoulé depuis sa première rencontre avec l'empereur. Une fois de plus, Guilliman se démarqua de ses autres frères en ne se lançant pas immédiatement dans des campagnes belliqueuses à travers la galaxie. Au lieu de cela, il mit en application ce qu'il avait appris à ses fils. Il fit de Macragge le siège de la Légion, ainsi que le centre d'un nouvel empire au sein même de l'Imperium, qu'il nomma Ultramar. Le primarque fit d'Ultramar une place forte de l'Imperium à l'est de la galaxie. Il intégra à ce nouveau royaume les mondes aux alentours de Macragge. Il les modernisa en utilisant les immenses ressources de l'Imperium, les sécurisa et fit installer des centres de recrutement et d'entraînement sur chacun d'entre eux. Il plaça à la tête de ces mondes les humains les plus méritants et les plus honorables, afin d'installer des gouvernements efficaces et autonomes. Ultramar est la représentation même du génie de Guilliman. En sécurisant et en modernisant les différents mondes d'Ultramar, il leur permit de prospérer, de croire en l'Imperium et de se sentir comme faisant partie d'un tout. En accordant autant d'importance à la vie de son peuple, Guilliman devint un régent aimé et respecté dans tout Ultramar, et sa légion était vénérée. Pour les habitants du royaume d'Ultramar, il n'y avait pas plus grand honneur que d'imaginer un jour un de ses enfants rejoindre la 13e Légion. Avec Ultramar, les objectifs de Guilliman étaient multiples. Tout d'abord, s'assurer une place forte sur laquelle s'appuyer pendant les futures campagnes de la Légion. Ensuite, trouver le moyen de subvenir aux énormes besoins de la 13e en matériel, en développant les industries des différents mondes. Et enfin, permettre l'afflux constant de nouvelles recrues de qualité, en donnant l'envie au peuple d'Ultramar de l'aider à réaliser sa vision pour l'humanité. En très peu de temps, les recrues commencèrent à affluer à une vitesse incroyable. Beaucoup rejoignirent les forces armées de l'Auxilia pour assurer la défense d'Ultramar. Et même au sein de la 13e Légion, le nombre d'aspirants à Astartes explosa. Cet afflux constant de recrues de qualité durant les campagnes de la 13e allait bientôt faire des Ultramarines la légion la plus importante en termes d'effectifs. Après avoir posé les fondations pour Ultramar, Rebooter laissa à certains de ses meilleurs hommes la mission de continuer d'agrandir le royaume, en y intégrant petit à petit les différents mondes proches. Guilliman, quant à lui, partit reprendre la Grande Croisade, tout d'abord dans l'est de la galaxie, puis dans les régions hostiles du sud. La 12e flotte expéditionnaire était maintenant devenue une force monstrueuse, et les conquêtes s'enchaînèrent à une vitesse folle. Les empires Xénos rencontrés tombèrent les uns après les autres, et il semblait alors que l'avancée de la 13e Légion était implacable. En parallèle aux avancées de la Légion, Guilliman prit soin de laisser derrière lui une partie de ses meilleures troupes, afin de construire des places fortes sur les mondes conquis. Les nombreux bastions bâtis par les Ultramarines permirent d'assurer une logistique de qualité, tout en permettant l'afflux constant en hommes et en matériel depuis Ultramar. En plus de ces victoires incessantes, l'effectif des Ultramarines continuait de croître à une vitesse folle. Sous le commandement de Guilliman, les pertes en hommes et en Astartes se réduisirent considérablement. À cela s'ajoutait un afflux constant de nouvelles recrues en provenance d'Ultramar. Alors que la logique aurait voulu que l'avancée fulgurante des campagnes de la 13e causerait de nombreuses pertes, le résultat fut totalement différent.
Les effectifs des Ultramarines continuaient de croître, et cela malgré les conquêtes. Alors qu'ils n'étaient plus que quelques milliers après la campagne d'Osiris, il est dit que les effectifs des Ultramarines atteignirent les 250 000 Astartes au sommet de leur puissance durant la Grande Croisade. Tout simplement la force la plus importante parmi toutes les légions. Malgré les succès incessants de la 13e Légion au cours des dernières décennies, Guilliman ressentait de la peine et de l'amertume dans le cœur de ses fils. Les blessures infligées par la terrible défaite dans l'amas d'Osiris 6 décennies auparavant étaient toujours bel et bien présentes. Guilliman se concentra alors dans la recherche de ces fameux Xénos qui avaient causé une défaite humiliante à ses fils. De par l'importance que les Ultramarines accordent à leur honneur, Rebouté savait qu'il était important d'apporter la vengeance à ses fils, afin que ceux-ci puissent retrouver leur fierté. C'est ainsi qu'en l'an 899 du 30e millénaire, une sous-flotte de la 12e Légion, sous le commandement du prêteur Erad Krug, combattait dans l'extrémité sud-ouest de la galaxie, contre les orques de l'Empire glortien. Alors que les World Eaters, qui à cette époque-là étaient encore connus sous le nom des Warhounds, se battaient férocement contre les orques, des xénoformes inconnus apparurent sur le champ de bataille et attaquèrent en parallèle la flotte des World Eaters en orbite. Ces Xénos, qui furent nommés Psybrides, avaient utilisé exactement la même technique que 60 ans auparavant contre les Ultramarines. Les Psybrides se téléportèrent à bord des vaisseaux de la 12e Légion et un combat acharné s'ensuivit. Les pertes furent terribles, mais les futurs World Eaters faisaient preuve d'une ténacité hors du commun. Lorsque Guilliman, qui était en campagne dans le sud de la galaxie, reçut la nouvelle, il ordonna à la 12e Légion de tenir à tout prix, et si possible de traquer les vaisseaux des Psybrides jusqu'à leur origine. Les Ultramarines arrivèrent alors dans le système à la tête d'une puissante flotte. Ceux-ci étaient surmotivés à l'idée de venger leurs frères ayant succombé 6 décennies auparavant durant cette bataille humiliante contre les Psybrides. La 13e et la 12e Légion traquèrent les Xénos vers le terminal d'Eurydice. La bataille débuta et les Psybrides tentèrent de repousser leurs assaillants, mais la légion qui combattait n'était plus la même que 60 ans auparavant. Entre-temps, elle était devenue une machine de guerre monstrueuse, avec à sa tête l'un des plus grands génies militaires ayant jamais existé. Bien qu'ayant subi de lourdes pertes, les Ultramarines infligèrent à leur ennemi une terrible défaite, et il s'ensuivit une purge impitoyable de tous les Psybrides. Aucun ne fut laissé vivant. La vengeance des Ultramarines avait été impitoyable, mais leur honneur ainsi que celui des morts durant la campagne d'Osiris avait été lavé. Suite à l'extermination des Psybrides lors de la bataille du terminal d'Eurydice, les campagnes menées par les Ultramarines reprirent, et les flottes de la 13e Légion purent continuer leur avancée fulgurante dans l'est et au sud de la galaxie. Alors que Ulan Cicerus, maître du 15e chapitre des Ultramarines, remportait une campagne difficile dans l'est de la galaxie, Guilliman, quant à lui, continuait son avancée dans le sud, où il remporta notamment une victoire brillante en aidant les mondes humains de Tarsis contre des envahisseurs Xénos. Peu de temps après ces nouvelles conquêtes, Horus Lupercal, le primarque des Luna Wolf et le dirigeant de la Grande Croisade aux côtés de l'Empereur, décida d'envoyer Guilliman et ses Ultramarines aider l'Alpha Légion, afin de conquérir le monde rebelle de Testra. Le monde de Testra faisait partie d'une alliance de colonies totalitaires, résistant à l'autorité de l'Imperium. La campagne qui s'ensuivit fut rapide, mais c'est durant celle-ci que les liens entre les Ultramarines et l'Alpha Légion se détériorèrent, ce qui aura de lourdes conséquences bien des années plus tard. Alors que la totalité des combats importants étaient menés par les Ultramarines, l'Alpha Légion se contentait quant à elle de raids mineurs sans réel impact. C'est alors que Guilliman convoqua son frère Alpharius, afin de le réprimander et de lui demander de s'investir davantage dans cette campagne, ou bien alors de lui laisser totalement le commandement. Mais ce que Guilliman ne savait pas, c'est qu'en parallèle à ces combats, les membres de l'Alpha Légion avaient infiltré toutes les structures organisationnelles de la planète, et ils avaient commencé un processus de destruction de l'adversaire de l'intérieur. Lorsque l'Alpha Légion déclencha l'invasion de la planète, les actes de sabotage en surface se multiplièrent. Les lignes de ravitaillement furent coupées et le monde entier sombra dans le chaos. La 20e Légion avait tout prévu, et les forces testranes furent déchiquetées. La bataille fut courte et impitoyable. Mais lorsque l'Alpha Légion se retira, elle avait laissé derrière elle un monde en flammes. Les infrastructures avaient été sciemment détruites, et des émeutes éclatèrent parmi la population. Les morts étaient partout dans les rues, et la peste ainsi que la famine ne tardèrent pas à suivre. On estima que 90% de la population de Testra avait péri suite à cette campagne. Guilliman fut outré par cette façon de faire la guerre. Il déclara à Horus que l'Alpha Légion se battait de façon déshonorante et indigne des Astartes, qu'elle n'avait aucun respect pour la vie humaine. Cette plainte demeura cependant sourde, et Horus félicita Alpharius pour la rapidité avec laquelle il avait mené cette campagne. L'Imperium avait triomphé, mais l'Alpha Légion et les Ultramarines ne se battraient plus jamais côte à côte. Après cet événement, les décennies s'écoulèrent, et les Ultramarines continuèrent leur conquête. Peu importaient les ennemis rencontrés, les Ultramarines les écrasèrent tous. Les campagnes victorieuses s'enchaînèrent, et bientôt, la 13e Légion devint la Légion Astartes à avoir conquis le plus de monde au nom de l'Imperium, uniquement dépassée par les Luna Wolf de Horus Lupercal lui-même. En l'an 964 du 30e millénaire, Guilliman fut mandaté par l'empereur en personne pour une mission hors du commun.
la destruction de la cité capitale de Monarchia, sur le monde de Khur. Ce monde avait été conquis par la 17e Légion des Worldbearers, et ceux-ci avaient bâti la magnifique cité de Monarchia à la gloire de l'empereur. Depuis plusieurs décennies, Terra recevait des rapports inquiétants sur les actes commis par la 17e Légion durant la Grande Croisade. Les Worldbearers et leur primarque, Lorgar Aurelian, voyaient en l'empereur une figure divine et propageaient leur foi sur les mondes qu'ils avaient conquis. Ils y bâtissaient de merveilleuses cités pour honorer l'empereur, lui érigeaient des temples et des sanctuaires et propageaient leur religion au sein des populations conquises. Les actes commis par les Worldbearers allaient contre la vérité impériale décrétée par l'empereur en personne. Celle-ci interdisait les religions, et elle interdisait le fait que l'empereur soit considéré comme un dieu. Les raisons officielles derrière ce rejet des religions étaient que celles-ci étaient vecteurs de conflits et de superstitions, mais nous verrons bien plus tard que la réalité derrière ce choix était bien plus complexe et sombre. La punition de l'empereur fut impitoyable. Il envoya Guilliman punir son frère en rasant la cité de Monarchia. Guilliman fut extrêmement tourmenté par la mission qui lui avait été confiée, et il le peina de punir ainsi son frère, mais il ne montra rien de ses sentiments et décida d'obéir aux ordres qui lui avaient été donnés. La flotte des Ultramarines arriva en orbite du monde de Khur, et Guilliman fit évacuer les cités majeures de la planète avant de les bombarder. Lorgar, qui était à ce moment-là en campagne aux côtés de sa légion, retourna dans la précipitation vers Khur. Il retrouva Guilliman et un contingent de ses Ultramarines au milieu des cendres de Monarchia. Les Worldbearers étaient consternés par ce qu'ils voyaient, et Lorgar se jeta fou de rage sur son frère. L'empereur en personne intervint psychiquement. La totalité de la 17e Légion fut alors forcée de s'agenouiller dans les centres de leur dévotion, tandis que les Ultramarines se tenaient au-dessus d'eux, en guise de jugement. Ce qu'ils avaient considéré comme une dévotion digne étant maintenant qualifié de trahison. L'empereur ordonna à Lorgar de cesser de prêcher ses folies et de reprendre la Grande Croisade. Il ordonna aussi à un contingent de sa garde personnelle des Legio Custodes d'accompagner les Worldbearers pour qu'ils mènent à bien la tâche qu'il leur avait confiée. Lorgar fut dévasté par cette humiliation, mais acquiesça aux ordres de l'empereur. Les Worldbearers quittèrent le système et reprirent leur conquête, mais ce qui s'était passé ce jour-là sur Khur allait mettre en marche des événements d'une ampleur cataclysmique. Lors de la dernière année du 30e millénaire, les forces de l'Imperium entrèrent en contact avec le plus grand empire-orc jamais rencontré dans l'histoire de l'humanité. Horus Lupercal, le primarque des Luna Wolf et commandeur de la Grande Croisade aux côtés de l'Empereur, organisa l'une des plus grandes campagnes menées par l'Imperium, la Croisade du Lanor. Plus de 100 000 Astartes provenant de différentes légions, ainsi que plus de 8 millions d'hommes des troupes de l'armée impériale furent déployés. Les légions combinées des Ultramarines et des White Scars, soutenues par d'autres forces telles que la Legio Titanicus du Mechanicum, attaquèrent les planètes extérieures du système Ulanor. Cette offensive qui s'avéra très efficace était un leurre pour attirer la majorité des forces orques loin du Lanor Prime. Pendant ce temps-là, la principale force d'attaque composée de l'ensemble de la Légion des Luna Wolf, de titans de la Legio Mortis et de plus de 2 millions d'hommes de l'armée impériale firent une percée au cœur de l'Empire Orc, vers le monde du Lanor Prime, en détruisant toutes les places fortes qu'ils rencontrèrent sur leur chemin. Cette campagne, qui dura plusieurs mois, se conclua par une victoire grandiose de l'Imperium. Suite à cette victoire, l'empereur appela à l'organisation d'un triomphe, afin de faire de cet événement le point culminant de la Grande Croisade après plus de 200 années de conquête. Cet événement allait permettre d'honorer tous les guerriers de la Croisade, mortels comme Astartes, mais il allait aussi permettre à l'empereur de faire une annonce importante. Durant le triomphe, 14 légions Astartes et des milliers de régiments de l'armée impériale défilèrent devant l'empereur et devant 9 des primarques présents ce jour-là. Au terme de cette grandiose célébration, l'empereur félicita son fils Horus et il le nomma maître de guerre et nouveau commandeur suprême de la Grande Croisade. À la stupéfaction de l'Assemblée, l'empereur annonça son intention de laisser à Horus le commandement de la Grande Croisade et de retourner sur Terra afin de poursuivre un projet secret, un projet destiné à bénéficier à toute l'humanité. Le secret entourant ce projet sema le doute parmi certains primarques, qui ne comprirent pas pourquoi l'empereur ne les mettait pas au courant de ses projets. Suite au triomphe du Lanor et à la nomination d'Horus au rang de maître de guerre, nombreux de ses frères le félicitèrent, mais Horus attira aussi la jalousie de certains. Beaucoup d'observateurs impériaux présents ce jour-là ne comprirent pas pourquoi ce ne fut pas Guilliman qui fut choisi pour ce rôle, mais celui-ci accepta la décision de l'empereur et s'en retourna auprès de sa légion pour suivre la Grande Croisade. Pendant les années qui suivirent, les fils de Guilliman, fidèles à leur réputation, enchaînèrent les campagnes victorieuses et continuèrent leur avancée dans le sud de la galaxie. Occupés par leur conquête, les Ultramarines n'étaient pas au courant des événements qui étaient en train de se dérouler à l'autre bout de la galaxie, dans le système d'Isvan. Vers l'an 7 du 31e millénaire,
Roboute reçut l'ordre du maître de guerre de retourner en Ultramar et de se préparer à l'invasion d'un empire orc dans l'extrême sud de la galaxie. Horus informa Guilliman qu'il allait envoyer les Worldbearers pour l'aider dans cette tâche et pour permettre de resserrer les liens entre les deux légions depuis l'événement sur Monarcha. Guilliman approuva l'idée d'Horus et partit préparer sa légion pour cette nouvelle campagne. En orbite autour de Kals, au cœur même d'Ultramar, Guilliman et sa légion attendaient l'arrivée de Lorgar et de ses Worldbearers. Cependant, ils ne se doutaient pas un seul instant de ce qui allait se produire. D'ici peu, le destin de l'Imperium tout entier allait être changé à tout jamais, et la 13e Légion allait faire face à la crise la plus grave de toute son existence. Mais cela, nous le verrons dans un prochain épisode.